Bienvenue dans les rares livres. Aujourd'hui, nous découvrons le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi, le légendaire samouraï invaincu. Un livre ancien qui révèle des principes éternels de stratégie, applicables aussi bien au combat qu'à la vie et aux affaires. Dans moins d'une heure, tu connaîtras la stratégie secrète qui a fait de Musashi une légende. Et comment l'appliquer aujourd'hui pour gagner dans la vie et dans les affaires. Ces mots pourraient apparaître ambitieux, presque exagérés, mais ils sont en réalité fidèles à l'héritage d'un homme qui, plusieurs siècles après sa mort, continue d'inspirer les guerriers, les stratèges, les entrepreneurs et les penseurs du monde entier. Son nom est Miyamoto Musashi. Son arme, le sabre. Son héritage, un livre devenu un guide intemporel. Le traité des 5 roues. Miyamoto Musashi n'était pas un samouraï comme les autres. Né au Japon à la fin du XVIe siècle, il grandit dans une époque tourmentée, marquée par les guerres civiles, les rivalités entre clans et l'instabilité politique. Dès son plus jeune âge, il choisit la voie du combat et rapidement, il s'impose comme un guerrier hors du commun. Il est dit qu'à seulement 13 ans, il aurait remporté son premier duel à mort. À partir de là, une légende se forge. Musashi ne connut jamais la défaite. On raconte qu'il participa à plus de 60 duels et en sortit toujours vainqueur. Chaque combat n'était pas seulement une confrontation physique, mais une expérience, une leçon, une étape vers une compréhension plus profonde de la stratégie et de la vie. Sa réputation grandit au point de dépasser les frontières de son époque. Dans un Japon féodal dominé par le code du Bushido, la voie du guerrier, Musashi incarnait à la fois la rigueur du sabre et la liberté de l'esprit. Contrairement à de nombreux samouraïs attachés à un maître, il choisit la voie du ronin, le guerrier sans seigneur préférant une existence indépendante. Cette liberté lui permit d'explorer, d'apprendre et d'expérimenter au-delà des règles traditionnelles, jusqu'à développer son propre style de combat, le Niten Ichi-ryu, basé sur l'utilisation simultanée de 2 sabres. Mais ce qui fait de Musashi bien plus qu'un simple combattant, c'est qu'il ne s'arrêta pas au sabre. Vieilli, marqué par les batailles, il choisit la plume. Dans les dernières années de sa vie, retiré dans une grotte appelée Reigando, il entreprit de coucher par écrit les leçons de toute une existence. Ce texte, qu'il adressa à son disciple le plus proche, n'avait pas vocation à devenir un livre célèbre. C'était avant tout un testament spirituel, une transmission de savoir. Pourtant, ce qui était destiné à quelques élèves fidèles allait devenir, à travers les siècles, un manuel universel de stratégie. Nous devons comprendre que le traité des 5 roues n'est pas un simple manuel de combat. Certes, il s'adresse aux guerriers, aux disciples du sabre, mais il dépasse largement le cadre militaire. Ce que Musashi appelle stratégie n'est pas seulement l'art de vaincre un ennemi au champ de bataille, c'est une philosophie de vie. Pour lui, la stratégie est un art global, applicable dans toutes les sphères de l'existence. Elle enseigne comment observer, comment anticiper, comment s'adapter et surtout comment triompher, non seulement sur un adversaire, mais aussi sur ses propres peurs, ses doutes et ses faiblesses. Le Japon du XVIIe siècle était un monde en mutation. Après des décennies de guerre, le pays s'acheminait vers une ère plus stable, sous le shogunat Tokugawa. La paix relative rendait l'art de la guerre moins nécessaire, mais ne diminuait en rien la valeur de la discipline et de la sagesse des samouraïs. Dans ce contexte, les écrits de Musashi prennent une dimension particulière. Ils ne sont plus seulement une préparation au combat, mais un héritage culturel, une philosophie destinée à guider les générations futures dans un monde en train de changer. Le traité des 5 roues est construit autour de 5 grands principes, chacun symbolisé par un élément naturel. La terre, l'eau, le feu, le vent et le vide. Ces Rousyusano représentent les différents aspects de la stratégie, depuis les fondations les plus solides jusqu'aux dimensions les plus subtiles et invisibles. Musashi a choisi ces symboles pour une raison, parce qu'ils parlent à tous, parce qu'ils traduisent des vérités universelles. La terre nous enseigne la stabilité et les bases indispensables. L'eau nous montre l'art de l'adaptabilité et du mouvement. Le feu incarne l'énergie, l'action et l'attaque. Le vent nous oblige à comprendre l'autre, à analyser ce qui vient de l'extérieur. Enfin, le vide représente l'essence, l'intuition, ce qui dépasse la logique et ne peut être expliqué mais seulement expérimenté.
Ainsi, le traité des 5 roues n'est pas seulement un livre de sabre. C'est une carte, un chemin vers la maîtrise de soi et du monde. Chaque élément nous guide dans un domaine de la stratégie, mais ensemble, ils composent une philosophie cohérente et complète. Aujourd'hui, plus de 4 siècles après Musashi, ces enseignements résonnent encore avec une force étonnante. Les chefs d'entreprise, les sportifs de haut niveau, les leaders politiques et même les créateurs d'art trouvent dans ces écrits une source d'inspiration. Parce que les combats de la vie moderne, bien que différents de ceux des champs de bataille du Japon féodal, obéissent aux mêmes lois universelles. Il s'agit toujours d'anticiper, de s'adapter, de saisir le bon moment et de garder son esprit clair face à l'adversité. Ce livre est donc bien plus qu'un manuel ancien. C'est une invitation à réfléchir différemment, à se préparer intérieurement, à trouver en soi la voie de la victoire. Musashi, par son sabre et sa plume, nous a laissé un héritage qui dépasse son époque. En lisant et en comprenant les 5 roues, nous entrons dans la pensée d'un homme qui avait compris que la véritable victoire ne se joue pas seulement contre un adversaire extérieur, mais d'abord contre soi-même. Dans les chapitres qui suivent, nous allons plonger dans chacun de ces enseignements en explorant la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide, pour découvrir comment ces principes peuvent transformer notre manière de penser, d'agir et de vivre. 5 roues, 5 clés éternelles pour comprendre la stratégie, la discipline et, au-delà, l'art de vivre selon Musashi. Chapitre 1. La roue de la Terre. Les fondations. La Terre est l'élément de la stabilité, de la solidité et des fondations. Dans la pensée de Miyamoto Musashi, elle n'est pas seulement une métaphore naturelle, mais le socle sur lequel repose toute stratégie, qu'elle soit militaire, spirituelle ou existentielle. Pour le guerrier comme pour l'homme ordinaire, la terre représente ce qui ne vacille pas, ce qui ne cède pas aux secousses du temps ni aux aléas du destin. La roue de la terre nous enseigne d'abord que tout chemin commence par des bases solides, car sans racines, aucun arbre ne peut croître, et sans fondation, aucune maison ne peut résister à l'épreuve des tempêtes. Musashi, en plaçant cet élément en premier, nous rappelle que le combat, quel qu'il soit, n'est pas une affaire de gestes rapides ou de coups spectaculaires, mais d'abord un art de bâtir patiemment en soi un socle inébranlable. La discipline, la rigueur et la patience ne sont pas des vertus secondaires, elles sont les pierres angulaires de tout progrès durable. Quand on s'imagine Musashi, ce n'est pas uniquement le guerrier légendaire qui brandit son sabre avec une précision mortelle. C'est aussi l'homme qui a passé des années à observer, à s'exercer, à recommencer encore et encore les mêmes gestes. Derrière chaque victoire de duel se cache un océan invisible de préparation et de constance. La terre, dans ce sens, n'est pas spectaculaire, mais elle est indispensable. La gloire du feu, l'adaptabilité de l'eau, la finesse du vent et même la profondeur du vide reposent toutes sur la solidité de la terre. Sans elle, rien n'est possible. Musashi nous enseigne qu'avant de vouloir gagner contre l'extérieur, il faut d'abord gagner contre l'instabilité intérieure. Et cette victoire commence par la capacité à construire des fondations fermes et durables. Dans la vie d'un guerrier, ces fondations prennent la forme de la discipline quotidienne. Se lever tôt, répéter les exercices du sabre, méditer, observer le monde autour de soi, affûter non seulement son arme, mais aussi son esprit. Ce qui paraît monotone ou banal est en réalité la véritable voie vers la maîtrise, car le talent brut n'est qu'une étincelle. Sans constance, il s'éteint. Musashi avait compris que l'extraordinaire naît de l'ordinaire répété 1000 fois avec patience. C'est là que se trouve la vérité de la terre. La grandeur est construite sur de petites actions faites avec rigueur. Si nous transposons cet enseignement dans le monde moderne, la leçon reste la même. L'étudiant qui rêve de devenir médecin, ingénieur, juriste ou artiste de renom ne peut pas brûler les étapes. Il doit s'asseoir, ouvrir ses livres, répéter ses exercices, échouer, corriger, recommencer, jusqu'à ce que le savoir devienne une seconde nature. L'entrepreneur qui rêve de bâtir une entreprise prospère ne peut pas s'appuyer uniquement sur des idées brillantes ou des coups de chance. Il doit établir un plan, apprendre la gestion, connaître son marché, s'entourer des bonnes personnes et, surtout, travailler chaque jour dans une discipline parfois ingrate, mais indispensable. La terre, dans nos vies modernes, c'est cette base invisible que personne ne voit mais dont tout dépend.
La patience est une autre leçon que nous enseigne la roue de la terre. Musashi n'a pas construit sa légende en une journée. Ses 60 victoires ne sont pas le fruit du hasard, mais d'années de préparation. Il savait que la précipitation est l'ennemi du guerrier. Celui qui veut tout de suite finit par se brûler les ailes. La patience est une force cachée, car elle permet de durer là où d'autres s'essoufflent. Dans la vie moderne, cela se traduit par la capacité à ne pas céder à la tentation de l'immédiateté. Aujourd'hui, tout nous pousse à vouloir des résultats rapides, argent rapide, succès rapide, reconnaissance rapide. Mais la roue de la terre nous rappelle que ce qui est solide se construit dans le temps. Le succès instantané est fragile et il s'écroule à la première tempête. Le succès bâti avec patience est durable, il survit aux épreuves. Musashi insiste également sur la rigueur, et celle-ci ne doit pas être confondue avec la rigidité. La rigueur est une discipline intérieure, une fidélité à ses engagements et à ses principes. Elle consiste à se fixer des règles de vie et à s'y tenir, même quand la tentation de l'abandon ou de la facilité se fait sentir. Dans la voie du guerrier, cela signifiait des heures de pratique, le refus de céder à la paresse, l'attention constante aux détails. Dans nos vies, cela peut signifier respecter un programme d'études, tenir un budget, suivre un plan de développement personnel ou professionnel sans se disperser. La rigueur crée une stabilité intérieure qui devient une force dans les moments de chaos. Connaître son chemin et définir sa voie. Voilà une autre leçon que Musashi place au cœur de la roue de la terre. Pour lui, le guerrier ne pouvait pas se contenter d'imiter les autres ou de suivre un chemin tracé par la tradition. Il devait trouver sa propre voie, ce qu'il appelait le Do, le chemin unique qui correspond à son être profond. C'est pour cette raison qu'il s'écarta des écoles de sabre existantes pour développer son propre style. Il savait que sans un chemin personnel, le guerrier n'est qu'un imitateur. Dans la vie moderne, nous faisons souvent l'erreur de calquer nos ambitions sur celles des autres, de courir derrière des modèles tout faits. Mais Musashi nous enseigne que chacun doit définir sa propre voie. La terre, dans ce sens, c'est la clarté intérieure qui nous permet de savoir où nous allons et pourquoi nous marchons. Cette vision du chemin nous conduit à une vérité essentielle. Sans but, la discipline et la rigueur ne servent à rien. Il ne suffit pas de travailler dur, encore faut-il savoir pourquoi. Musashi ne s'entraînait pas pour le plaisir de manier un sabre, mais pour atteindre une maîtrise qui incarnait sa vision du guerrier parfait. De même, l'étudiant ne travaille pas pour accumuler des notes, mais pour devenir un professionnel capable de transformer sa connaissance en action utile. L'entrepreneur ne se lève pas chaque matin uniquement pour remplir des dossiers, mais pour donner vie à une vision. La terre nous oblige à clarifier notre but, à planter une graine précise dans notre champ intérieur, car sinon, nous ne récolterons que du vide. Les exemples d'application pratique sont innombrables. Un sportif qui veut atteindre le haut niveau ne peut pas espérer progresser sans accepter la répétition des gestes, l'entraînement quotidien, les sacrifices invisibles. Chaque victoire sur le terrain repose sur des milliers d'heures de sueur loin des projecteurs. Un écrivain qui rêve de publier un livre marquant doit passer par l'épreuve du silence, de la solitude, de la réécriture patiente. Un artisan qui façonne ses œuvres doit accepter que la perfection vienne après des années de pratique. Dans tous les cas, la terre est là, invisible, mais constante, supportant tout ce qui viendra ensuite. Musashi nous rappelle aussi que la terre n'est pas seulement une base intérieure, elle est aussi un terrain extérieur. Le guerrier doit connaître le sol sur lequel il se bat, comprendre le relief, les obstacles, l'espace qui l'entoure. Dans la vie moderne, cela se traduit par la connaissance de son environnement. Celui qui se lance dans une entreprise sans connaître son marché est construit sur du sable. Celui qui entame un projet personnel sans comprendre ses propres limites ou son environnement se condamne à l'échec. La terre nous enseigne que nous devons toujours connaître le terrain avant d'agir. Mais peut-être la leçon la plus puissante de la roue de la terre est la constance. Musashi savait que la victoire ne vient pas d'un éclat isolé mais d'une constance dans l'effort. La constance transforme le difficile en facile, le complexe en naturel. Dans nos vies, elle est ce qui distingue ceux qui abandonnent en chemin de ceux qui vont jusqu'au bout. Elle est cette force tranquille qui fait qu'un étudiant finit son diplôme, qu'un entrepreneur dépasse les crises, qu'un artiste termine son œuvre. La constance est le prolongement naturel de la patience et de la rigueur, et elle est la garantie que la graine plantée dans la terre finira par porter ses fruits.
La roue de la Terre est donc bien plus qu'un simple principe stratégique. Elle est une philosophie de vie, un rappel que tout ce qui dure commence par des fondations solides. Elle nous invite à bâtir patiemment, à cultiver la discipline, à embrasser la rigueur, à clarifier notre chemin, à accepter la patience et à pratiquer la constance. Elle nous enseigne que la victoire véritable, qu'elle soit sur un champ de bataille, dans une salle de classe, dans une entreprise ou dans la vie, repose toujours sur une base invisible mais inébranlable. Musashi, à travers cette première roue, nous tend un miroir. Il ne nous demande pas seulement si nous voulons gagner. Il nous demande si nous avons bâti en nous les fondations nécessaires pour supporter la victoire. Chapitre 2. La roue de l'eau. L'adaptabilité. L'eau est l'un des symboles les plus puissants et les plus universels que l'on retrouve dans toutes les cultures et traditions. Et Miyamoto Musashi l'a choisi avec une grande justesse pour représenter le deuxième principe de son traité. L'eau n'a pas de forme propre, elle épouse le contenant qui l'accueille. Elle peut être douce et apaisante, mais elle peut aussi devenir torrent, raz-de-marée, force destructrice impossible à arrêter. Elle coule toujours vers le bas, suivant le chemin de moindre résistance, et pourtant elle finit par creuser la roche, user la montagne, transformer les paysages. En choisissant l'eau pour incarner l'adaptabilité, Musashi ne nous donne pas seulement une leçon de stratégie guerrière, il nous offre une clé universelle pour comprendre comment affronter le changement, comment répondre aux imprévus, et comment garder notre force intérieure tout en restant souple face aux obstacles de la vie. L'adaptabilité est l'art de ne jamais être brisé par ce qui nous résiste, mais de contourner, d'absorber, de transformer les difficultés en énergie nouvelle. C'est ce que l'eau fait naturellement, et c'est ce que Musashi nous invite à pratiquer dans nos combats, qu'ils soient réels ou métaphoriques. Dans le Japon féodal, où Musashi a vécu, l'art du sabre n'était pas seulement une question de technique martiale. C'était une philosophie de vie, une discipline totale où chaque geste, chaque respiration, chaque pensée pouvait décider de la survie ou de la mort. Dans un duel, la rigidité est une condamnation. Celui qui s'accroche à une seule stratégie, à un seul style, à une seule manière de frapper, devient prévisible et donc vulnérable. Musashi l'avait compris très tôt. L'adversaire doit être observé, analysé, et la réponse doit être ajustée en permanence. Ce n'est pas une faiblesse de changer d'approche, c'est au contraire la marque de la véritable force. Le guerrier qui sait se transformer comme l'eau ne peut jamais être complètement anticipé, car il se réinvente à chaque instant. L'ennemi peut croire qu'il a trouvé une faille, mais aussitôt l'eau a déjà glissé ailleurs, insaisissable. Musashi utilisait cette approche dans ses duels, changeant de rythme, de distance, de posture, selon l'énergie de son opposant. Et c'est ainsi qu'il resta invaincu dans plus de 60 combats. Sa victoire ne venait pas seulement de sa technique, mais de sa capacité à ne jamais se laisser enfermer dans une seule forme. Appliquée à notre époque, cette leçon prend une résonance encore plus profonde. Nous vivons dans un monde où tout change, à une vitesse vertigineuse. Les technologies évoluent, les marchés se transforment, les relations humaines sont bouleversées par de nouvelles dynamiques sociales, et ce qui était vrai hier peut devenir obsolète demain. Celui qui reste rigide dans ses habitudes, qui refuse d'apprendre, qui s'accroche à un seul modèle de pensée, finit par être dépassé. L'eau nous enseigne l'humilité. Elle n'impose pas sa forme, elle accepte celle qu'on lui donne, et c'est justement cette souplesse qui la rend invincible. Dans le domaine professionnel, cela signifie être capable de s'adapter à de nouvelles compétences, de nouvelles méthodes de travail, de nouvelles opportunités. Dans la vie personnelle, cela signifie accepter que les relations évoluent, que les épreuves nous obligent à changer, et que la croissance vient souvent du renoncement à ce que l'on croyait figé. Être adaptable ne veut pas dire être instable ou manquer de conviction. Cela signifie au contraire avoir une force intérieure suffisamment solide pour ne pas craindre de se transformer. L'un des points essentiels que Musashi souligne à travers l'image de l'eau, c'est l'importance de l'observation. L'eau n'avance jamais de façon aveugle. Elle suit le relief, elle s'ajuste aux pentes, elle s'adapte aux obstacles. Elle observe et choisit toujours le chemin le plus naturel. De la même manière, nous devons apprendre à observer attentivement notre environnement, à écouter les signaux du monde qui nous entoure, à analyser les comportements des autres.
Trop de gens échouent dans leurs projets simplement parce qu'ils veulent imposer leur propre vision sans prêter attention à la réalité du terrain. Mais la stratégie véritable consiste à épouser la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Celui qui sait écouter, celui qui sait voir, celui qui sait se taire et absorber avant de répondre, devient comme l'eau, imprévisible, fluide, impossible à arrêter. Dans une négociation, c'est la personne qui observe le plus qui finit par avoir l'avantage. Dans une relation, c'est celui qui comprend les besoins profonds de l'autre qui garde l'équilibre. Dans les affaires, c'est l'entrepreneur qui anticipe les tendances du marché, qui prend toujours une longueur d'avance. Mais l'adaptabilité n'est pas seulement une question de stratégie extérieure, elle est aussi une discipline intérieure. Être fluide exige une grande maîtrise de soi. Beaucoup de gens réagissent avec rigidité parce qu'ils sont prisonniers de leurs émotions. La peur, la colère, l'orgueil rendent l'esprit rigide, incapable de s'adapter. Musashi nous enseigne au contraire à être détaché, à rester calme dans le tumulte, comme l'eau qui continue de couler même au milieu des pierres. Cette capacité à rester souple mentalement est l'un des plus grands atouts dans un monde incertain. Quand une crise survient, certains s'effondrent parce qu'ils avaient bâti leur certitude comme des murailles de pierre. Mais d'autres continuent d'avancer parce qu'ils savent se plier, contourner, attendre le bon moment pour reprendre leur force. C'est dans les périodes de bouleversement que l'on voit la différence entre ceux qui savent être comme l'eau et ceux qui se brisent comme du verre. Prenons un exemple concret dans la vie moderne. Imaginons un entrepreneur qui lance une entreprise avec une idée précise. S'il s'obstine à vouloir vendre son produit exactement comme il l'avait imaginé, sans écouter le retour des clients, sans voir les évolutions du marché, il risque d'échouer rapidement. Mais s'il est adaptable, s'il prend le temps d'analyser, de comprendre, de modifier son offre en fonction des besoins réels, alors il devient comme l'eau. Il trouve toujours une issue, il épouse la forme des circonstances et il finit par avancer malgré les obstacles. Dans le domaine des études, un étudiant rigide qui s'entête dans une méthode inefficace perdra du temps et de l'énergie. Mais celui qui est capable de revoir ses méthodes, d'apprendre autrement, de changer de perspective, progressera beaucoup plus rapidement. Dans les relations humaines aussi, l'adaptabilité est essentielle. Vouloir que les autres se conforment à nos attentes rigides crée inévitablement des conflits. Mais apprendre à écouter, à accepter les différences, à trouver un terrain d'entente, c'est la clé d'une relation harmonieuse et durable. L'adaptabilité demande aussi de savoir changer de rythme. L'eau peut couler lentement, paisiblement, mais elle peut aussi s'accélérer soudainement, devenir torrent. De la même manière, dans la vie, il y a des moments où il faut avancer, avec prudence, avec patience, en observant. Mais il y a aussi des moments où il faut agir vite, saisir une opportunité, frapper au bon instant. Musashi insistait sur ce point. Un guerrier ne doit pas être prévisible, il doit savoir alterner lenteur et rapidité, calme et intensité. Dans le monde actuel, cela signifie être capable de travailler dur et intensément quand il le faut, mais aussi de ralentir, de se reposer, d'attendre le moment opportun. L'adaptabilité n'est pas seulement dans la forme, elle est aussi dans le temps. Un autre aspect fondamental de cette roue de l'eau est la souplesse mentale. Trop souvent, nous sommes prisonniers de nos propres croyances, de nos propres certitudes. Nous pensons qu'il n'existe qu'une seule bonne manière de faire les choses et nous rejetons tout ce qui ne correspond pas à notre vision. Mais l'eau n'a pas d'ego, elle ne se soucie pas de la forme qu'elle prend, elle s'ajuste simplement. Être adaptable, c'est savoir mettre son orgueil de côté, accepter que notre manière de voir n'est pas toujours la meilleure, et que l'on peut apprendre des autres, même de ceux que l'on considère comme des adversaires. Musashi lui-même observait attentivement les styles de ses ennemis, il apprenait de chaque duel et il enrichissait sans cesse sa propre stratégie. C'est cette humilité, cette ouverture, qui lui a permis de rester invaincu. Dans nos vies, cela signifie accepter la critique constructive, savoir reconnaître ses erreurs et avoir la volonté d'apprendre continuellement. Pour développer cette qualité, Musashi nous invite implicitement à pratiquer l'adaptabilité dans les petites choses du quotidien. Ce n'est pas seulement dans les grands combats que l'on devient comme l'eau, c'est aussi dans la manière de réagir aux petits imprévus. Quand une journée ne se déroule pas comme prévu, quand un plan tombe à l'eau, quand une personne nous déçoit, notre réaction révèle notre capacité à être fluide.
Ceux qui s'emportent, qui se crispent, qui refusent le changement, se fatiguent inutilement. Mais ceux qui acceptent de s'ajuster gardent leur énergie, leur paix intérieure, et avancent malgré tout. Être comme l'eau, c'est aussi savoir que la vie ne sera jamais parfaitement conforme à nos attentes, mais que chaque détour, chaque obstacle peut devenir une opportunité de croissance. En résumé, la roue de l'eau est un appel à développer en nous une flexibilité totale, à la fois stratégique, mentale et émotionnelle. Musashi nous rappelle que celui qui reste rigide finit par se briser, mais celui qui sait s'adapter survit à toutes les tempêtes. Être comme l'eau, c'est observer avec attention, écouter avec humilité, agir avec souplesse et avancer avec constance, peu importe les circonstances. C'est une philosophie de vie qui, appliquée aujourd'hui, peut transformer notre manière de travailler, d'aimer, d'apprendre et de réussir. L'adaptabilité n'est pas une option dans un monde en perpétuel mouvement, c'est une nécessité vitale. En devenant comme l'eau, nous devenons invincibles, non pas parce que nous résistons à tout, mais parce que rien ne peut véritablement nous arrêter. Chapitre 3. La roue du feu, l'action et l'attaque. Le feu, par sa nature, incarne l'énergie, la vitesse, l'intensité. Il est la force de l'élan, la manifestation de la volonté transformée en action. Là où la terre représente la stabilité et les fondations, et l'eau la souplesse et l'adaptabilité, le feu incarne le moment où tout se joue. Le choc, l'initiative, la capacité de prendre l'avantage en un instant décisif. Musashi a choisi ce symbole avec une lucidité implacable, car le feu est ce qui transforme une intention en réalité, une stratégie en victoire. Dans le combat, il ne suffit pas de connaître ses bases, d'observer l'ennemi ou de s'adapter à son mouvement. Il faut aussi avoir le courage d'agir, de frapper, de prendre l'initiative. Sans le feu, toutes les autres qualités restent dormantes. Le feu est l'étincelle qui déclenche le changement. C'est le point de bascule où l'énergie intérieure se manifeste dans le monde extérieur. Celui qui sait manier le feu de l'action devient dangereux, car il surprend, il impose son rythme. Il brûle l'hésitation, avant qu'elle ne devienne faiblesse. Dans la tradition guerrière du Japon féodal, Musashi savait que le moment d'attaquer était aussi crucial que la manière de le faire. Beaucoup de combattants possédaient des techniques impressionnantes, des postures parfaites, une rigueur sans faille. Mais nombreux étaient ceux qui échouaient au moment décisif parce qu'ils hésitaient, parce qu'ils attendaient trop, parce qu'ils laissaient la peur ou le doute leur voler une fraction de seconde. Dans un duel, une simple hésitation équivalait souvent à la mort. C'est pourquoi Musashi insistait sur l'importance du tempo, du rythme, du moment idéal pour frapper. Le feu ne doit pas être allumé trop tôt, car il s'éteint avant d'avoir produit son effet. Il ne doit pas être allumé trop tard, car alors l'ennemi a déjà pris l'avantage. Le feu doit jaillir au moment exact où il devient irrésistible. Cette capacité à sentir l'instant juste, à déclencher l'action avec une précision fulgurante, faisait de Musashi un adversaire redoutable. Son sabre frappait avec une intensité telle qu'il semblait inévitable, parce qu'il était toujours lancé au moment parfait. Mais ce principe ne se limite pas à l'art du sabre. Il s'applique à toutes les dimensions de la vie. Dans les affaires, dans les relations humaines, dans les projets personnels, celui qui attend trop longtemps finit par manquer les opportunités. Celui qui hésite voit une idée brillante lui échapper, remplacée par celle de quelqu'un d'autre qui a eu le courage d'agir. Celui qui redoute l'échec ne se lance jamais, et il reste spectateur de ceux qui osent. Le feu est une invitation à transformer la peur en énergie, à agir malgré l'incertitude, à saisir le moment sans attendre une perfection qui n'existe jamais. Il ne s'agit pas d'agir aveuglément, mais de savoir que la réflexion sans action n'est qu'un feu éteint. Combien de personnes rêvent de créer une entreprise, d'écrire un livre, de changer de carrière, mais repoussent sans cesse le moment de commencer? Combien planifient, réfléchissent, analysent, mais ne passent jamais à l'acte? Le feu nous rappelle que l'action est la seule véritable preuve de volonté, que sans elle, toutes les intentions s'évaporent. Musashi, dans ses écrits, mettait en garde contre le danger de se contenter de réagir aux attaques de l'adversaire. Réagir, c'est se placer en position défensive, c'est accepter d'être mené par le rythme de l'autre. Celui qui ne fait que réagir finit toujours par être dominé. La véritable maîtrise consiste à anticiper,
à imposer son propre tempo, à obliger l'ennemi à suivre notre rythme. C'est cela, le feu. Non pas subir l'énergie de l'autre, mais l'absorber et la transformer en une initiative qui déstabilise. Dans la vie moderne, cette leçon est d'une pertinence incroyable. Celui qui se contente de réagir aux changements du monde reste toujours en retard. Les marchés évoluent, la technologie avance, les crises éclatent, et celui qui attend que tout soit clair pour agir est déjà dépassé. Mais celui qui anticipe, qui ose devancer, qui agit avant les autres, prend toujours une longueur d'avance. L'histoire des grandes réussites, qu'elles soient dans les affaires, les arts ou la politique, est toujours l'histoire de personnes qui ont allumé le feu au bon moment, qui ont osé agir avant que les autres ne comprennent ce qui se passait. Cependant, le feu comporte un danger, celui de se consumer trop vite. L'action sans réflexion peut devenir agitation, dispersion, destruction inutile. Un feu qui brûle sans direction n'éclaire rien, il réduit tout en cendres. Musashi savait équilibrer ce principe en insistant sur le rythme. L'action doit être juste, rapide, mais aussi mesurée. Il ne s'agit pas d'attaquer à tout prix, mais d'attaquer au moment précis où cela produit l'effet maximal. Dans la vie moderne, cela signifie apprendre à agir sans attendre la perfection, mais aussi à éviter de se lancer dans toutes les directions sans stratégie. Le courage d'agir n'est pas le courage de foncer aveuglément, mais celui de frapper là où cela compte. Une personne peut travailler sans relâche, courir d'une tâche à l'autre, multiplier les efforts. Mais si ses actions ne sont pas alignées sur une stratégie claire, elles s'épuisent sans résultat. Le feu doit être dirigé comme une flamme qui éclaire et non comme un incendie qui détruit. Un autre aspect fondamental de cette roue du feu est la question de la peur. La peur est ce qui retient la majorité des gens au moment d'agir. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Musashi enseignait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Le feu est précisément cette énergie intérieure qui brûle la peur et la transforme en mouvement. Dans un duel, chaque combattant ressent la peur, mais celui qui la laisse le paralyser perd d'avance. Dans la vie, nous ressentons tous l'incertitude, mais celui qui ose faire un pas malgré tout finit par découvrir que l'action elle-même dissipe les doutes. La peur existe surtout avant le passage à l'acte. Une fois que l'on agit, elle perd de sa force. Le feu est donc une discipline psychologique. Il s'agit d'entraîner son esprit à associer le passage à l'action non pas à la peur, mais à la libération. Chaque fois que l'on agit malgré l'inconfort, on devient plus fort, plus confiant, plus capable de saisir les opportunités. Dans les affaires, cette leçon est capitale. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent d'avoir toutes les réponses, mais ceux qui osent tester, expérimenter, corriger en cours de route. Ils savent que l'action crée la clarté. Au lieu de rester bloqués dans l'analyse, ils avancent et en avançant, ils découvrent ce qui fonctionne. De la même manière, dans les relations humaines, celui qui ose dire ce qu'il ressent, prendre l'initiative d'un geste, exprimer ses intentions, crée des ouvertures que celui qui se tait ne connaîtra jamais. Dans les études ou la carrière, celui qui ose demander, qui ose proposer, qui ose frapper aux portes, finit par obtenir des opportunités que les autres n'ont même pas envisagées. Le feu est donc une qualité universelle, il est l'audace d'agir, le courage de commencer, la force d'imposer un mouvement. L'entraînement à cette roue du feu peut se faire de manière concrète et quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de se préparer à de grands moments, mais aussi de cultiver l'habitude de l'action rapide dans les petites choses. Décider sans reporter, agir dès que possible, créer une dynamique de mouvement constant. Par exemple, au lieu de remettre une tâche simple à plus tard, s'entraîner à la faire immédiatement. Au lieu de reculer devant une conversation difficile, s'habituer à la commencer sans attendre. Chaque petit acte forge l'esprit à agir, et peu à peu le feu devient naturel. Musashi lui-même ne s'entraînait pas seulement dans des duels officiels, mais dans chaque geste du quotidien. Son sabre n'était pas seulement une arme, c'était une extension de sa discipline, et chaque coup portait la trace d'une habitude d'agir sans délai. En fin de compte, la roue du feu nous rappelle une vérité fondamentale. La victoire appartient à ceux qui osent. Peu importe la préparation, la connaissance, la stratégie, si l'action n'est jamais déclenchée,
tout cela reste stérile. Le feu est le principe qui transforme les rêves en réalité, les idées en création, les intentions en résultats. Être comme le feu, c'est apprendre à reconnaître le moment juste, à frapper avec intensité, à agir malgré la peur, à anticiper plutôt que réagir, et à maintenir une énergie dirigée vers ce qui compte vraiment. Dans un monde où tant de personnes attendent, hésitent, repoussent, celui qui agit se distingue, prend l'avantage et finit par dominer. Musashi nous invite à cultiver ce feu intérieur, à l'allumer chaque jour et à en faire l'instrument de notre destinée. Car c'est dans l'action que se forge la véritable maîtrise et c'est dans l'attaque bien dirigée que naît la victoire. Chapitre 4. La roue du vent. Comprendre l'autre. Le vent est invisible, mais on le perçoit par ses effets. On ne peut pas le saisir, mais on sent sa présence. Il vient d'ailleurs. Il transporte avec lui les énergies, les influences, les voies lointaines. C'est pour cette raison que Musashi l'a choisi comme symbole, pour enseigner l'art de comprendre l'autre, d'étudier les écoles rivales, d'observer les styles étrangers et d'anticiper les mouvements de l'adversaire. Là où la terre représente nos propres bases, l'eau notre capacité d'adaptation et le feu notre énergie d'action, le vent est l'ouverture vers ce qui n'est pas nous, vers le monde extérieur, vers les influences que nous devons apprendre à déchiffrer. Un guerrier enfermé dans son propre style finit tôt ou tard par être vaincu par quelqu'un qui connaît mieux ses habitudes. Un homme enfermé dans ses certitudes finit toujours par être dépassé par celui qui a pris le temps de comprendre son environnement. Le vent nous rappelle que pour être complet, il faut regarder au-delà de soi, analyser, comparer, assimiler ce que les autres font, non pour les imiter servilement, mais pour en tirer des enseignements utiles et affûter notre propre voie. Musashi a combattu toute sa vie contre des adversaires aux techniques variées, chacun représentant une école particulière du sabre. À cette époque, les arts martiaux japonais étaient traversés par de nombreuses écoles rivales, chacune revendiquant la supériorité de ses méthodes. Les postures, les attaques, les rythmes, tout variait d'une école à l'autre. Le jeune samouraï, qui se contentait d'apprendre une seule méthode sans jamais s'intéresser à celle de ses rivaux, était condamné à être surpris un jour par une approche qu'il ne connaissait pas. Musashi avait compris très tôt que la clé de la victoire ne résidait pas uniquement dans la maîtrise de son propre style, mais aussi dans la capacité à pénétrer l'esprit de l'autre, à comprendre ses habitudes, à anticiper ses réactions. Il observait, il analysait, il testait. Il savait que chaque adversaire révélait quelque chose, que chaque duel était une occasion d'apprendre davantage sur les forces et les faiblesses des différentes écoles. Son invincibilité n'était pas seulement due à son sabre, mais à son intelligence stratégique et à sa curiosité insatiable pour ce qui se trouvait hors de lui-même. Dans nos vies modernes, cette leçon est d'une actualité brûlante. Comprendre l'autre, c'est comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Dans le domaine des affaires, par exemple, ignorer la concurrence est une erreur fatale. Celui qui construit une entreprise sans se soucier de ce que font les autres finit par être balayé par un concurrent plus malin, plus rapide ou plus innovant. Mais comprendre la concurrence ne signifie pas la copier aveuglément. Il s'agit de l'observer, de repérer ses forces, d'identifier ses faiblesses, d'apprendre de ses réussites comme de ses erreurs. Une entreprise qui sait analyser ses rivaux peut non seulement éviter les pièges, mais aussi anticiper les tendances, voir les ouvertures avant qu'elles ne soient visibles. De la même manière, dans la vie personnelle, comprendre l'autre signifie savoir lire les gens, percevoir leurs intentions, reconnaître leurs forces et leurs limites. Celui qui sait écouter et observer devient naturellement plus habile à naviguer dans les relations humaines. Le vent nous apprend aussi la subtilité de l'observation. Contrairement au feu, qui se manifeste dans l'explosion de l'action, le vent se perçoit par ses traces, par les mouvements qu'il provoque autour de lui. De la même façon, comprendre l'autre demande de l'attention et de la finesse. Il faut apprendre à lire entre les lignes, à décoder les gestes, à voir ce qui est caché derrière ce qui est dit. Musashi insistait sur cette idée. Ne vous contentez pas de regarder la forme extérieure d'une école, cherchez à comprendre son esprit, ses fondations, ce qui motive ses choix. Dans la vie moderne, cela peut vouloir dire ne pas se laisser éblouir par l'image extérieure que les gens projettent,
mais cherchez à comprendre ce qui se cache derrière. Une entreprise peut paraître prospère, mais son modèle économique est peut-être fragile. Une personne peut sembler confiante, mais ses faiblesses apparaissent à qui sait écouter attentivement. Comprendre l'autre demande patience, vigilance et lucidité. Mais Musashi mettait aussi en garde contre un danger, celui de l'imitation aveugle. Beaucoup de guerriers, séduits par une école étrangère, se mettaient à l'imiter en espérant acquérir sa force. Or, en se perdant dans une imitation servile, ils oubliaient leur propre voix. Musashi, au contraire, observait les autres pour enrichir son propre style, jamais pour le renier. Il cherchait ce qu'il pouvait prendre, adapter, transformer afin de renforcer sa propre maîtrise. Dans la vie moderne, c'est une tentation fréquente de vouloir copier ceux qui réussissent, imiter leur manière de parler, leur façon de travailler, leur style de leadership. Mais cette imitation, si elle est mécanique, finit par produire des copies sans âme. La véritable sagesse consiste à apprendre de tous sans jamais perdre sa propre identité. Le vent nous apporte des influences extérieures, mais c'est à nous de les transformer pour qu'elles nourrissent notre propre voix. Un autre enseignement puissant de la roue du vent est l'art d'anticiper. Comprendre l'autre, ce n'est pas seulement savoir ce qu'il fait, mais aussi prévoir ce qu'il fera. Musashi savait lire les signes d'un adversaire, une respiration, un mouvement du pied, une hésitation dans le regard, et il pouvait prédire l'attaque qui allait suivre. Cette capacité d'anticipation est ce qui faisait la différence entre un guerrier ordinaire et un maître. Dans nos vies, cette faculté d'anticiper est une clé de réussite. Un dirigeant qui sait lire les tendances du marché agit avant les autres. Un négociateur qui perçoit les besoins cachés de son interlocuteur obtient un accord avantageux. Un individu qui devine les intentions d'autrui peut éviter les pièges, déjouer les manipulations, saisir les opportunités avant qu'elles ne se présentent clairement. L'anticipation est l'art de sentir le vent avant qu'il ne souffle trop fort, d'agir avant que l'évidence ne s'impose. Pour cultiver cette roue du vent, il faut s'entraîner à observer constamment. Musashi passait son temps à regarder, à écouter, à analyser. Il ne se contentait pas de pratiquer son sabre, il étudiait aussi les comportements humains, les attitudes, les styles de combat. Il savait que la connaissance des autres était une arme aussi tranchante que le sabre lui-même. Dans notre époque, cet entraînement peut prendre de nombreuses formes. On peut observer ses collègues, comprendre leurs motivations, repérer leurs points forts et leurs faiblesses. On peut analyser les tendances d'un marché, lire des études, suivre l'évolution d'un secteur pour savoir où se trouvent les ouvertures. On peut aussi s'exercer à écouter plus attentivement les gens, à observer leur langage corporel, à remarquer les détails qu'ils laissent échapper. Chaque observation est une pièce d'information qui enrichit notre compréhension. Mais comprendre l'autre ne signifie pas toujours se placer dans une logique d'opposition. Le vent peut aussi nous apporter des inspirations, des modèles positifs. Observer les autres, ce n'est pas seulement se préparer à les affronter, c'est aussi reconnaître ce qui mérite d'être appris. Un maître véritable ne méprise jamais l'enseignement d'autrui. Musashi lui-même, malgré son style unique, avait appris des écoles rivales ce qu'il jugeait utile. Dans la vie moderne, cela signifie avoir l'humilité de reconnaître que l'on peut apprendre de tous, d'un concurrent, d'un collaborateur, d'un ami, même d'un adversaire. Chaque personne que nous rencontrons a quelque chose à nous enseigner. Le vent nous rappelle que l'intelligence consiste à accueillir ces influences, à les filtrer, à en tirer parti, sans jamais perdre notre centre. La roue du vent nous enseigne aussi l'importance de la relativité. Ce qui est une force chez l'un peut être une faiblesse dans un autre contexte. Ce qui semble être une attaque peut cacher une défense, et inversement. Musashi insistait sur le fait que comprendre l'autre demande de ne pas s'arrêter aux apparences, mais de chercher la logique qui se cache derrière ses choix. Dans les affaires, une entreprise qui investit massivement peut sembler puissante, mais elle est peut-être en train de courir à sa perte par excès d'endettement. Dans les relations humaines, une personne agressive peut sembler forte, mais cette agressivité masque peut-être une insécurité profonde. Le vent nous oblige à dépasser le premier regard, à chercher la vérité au-delà des illusions. Au fond, la roue du vent est une invitation à développer l'intelligence relationnelle et stratégique. Elle nous rappelle que nous ne vivons pas isolés,
que nous sommes constamment en interaction avec d'autres forces, d'autres esprits, d'autres styles. Pour progresser, nous devons comprendre cet environnement, non pour nous y dissoudre, mais pour y trouver notre place avec lucidité. Celui qui ignore les autres reste aveugle. Celui qui copie les autres se perd, mais celui qui observe et apprend des autres s'enrichit et devient plus complet. Musashi nous transmet ici une sagesse intemporelle. Comprendre l'autre est aussi une manière de mieux se comprendre soi-même. Le vent nous traverse, nous bouscule, nous questionne, et c'est à travers lui que nous renforçons notre propre voix. En définitive, la roue du vent est l'art d'élargir sa perception, d'apprendre de l'extérieur, d'anticiper les mouvements du monde et d'intégrer ses leçons dans son propre chemin. Musashi, en nous enseignant cela, nous invite à être des observateurs attentifs, des apprenants humbles, des stratèges lucides. Dans un monde où tout change, où les influences se croisent, où les styles se confrontent, celui qui comprend le vent devient maître de sa destinée. Car il sait que l'autre n'est pas seulement un obstacle, mais aussi un miroir, un maître, un messager. Comprendre l'autre, c'est comprendre une part du monde, et c'est se donner les moyens de naviguer avec plus de justesse dans la tempête de la vie. Chapitre 5. La roue du vide, l'intuition et l'essence. Le vide est une notion qui échappe à la simple logique, et pourtant, il constitue la partie la plus profonde et la plus mystérieuse de l'enseignement de Miyamoto Musashi. Dans les pages consacrées à cette roue du vide, le maître samouraï ne parle plus seulement de technique, de stratégie, ni même de la compréhension de l'adversaire. Il dépasse tout cela pour atteindre une dimension spirituelle, presque mystique, qui réside au cœur de son art. Le vide, pour Musashi, n'est pas une absence mais une plénitude. Il est cet espace invisible où se rencontrent la maîtrise technique, l'intuition et la liberté intérieure. Dans sa vision, le vide n'est pas une négation, il est l'essence même de la vérité. Celui qui parvient à comprendre le vide dépasse les limites du savoir ordinaire et entre dans un état de perception totale où il n'a plus besoin d'armes, de mots, ni même de pensées conscientes pour agir de manière juste et efficace. C'est l'état où l'esprit est parfaitement accordé avec le flux de la vie et où chaque geste devient l'expression naturelle de l'essence. Pour comprendre cette notion, il faut revenir au cheminement décrit par Musashi dans ses roues précédentes. La terre posait les bases solides, l'eau enseignait la souplesse, le feu donnait l'énergie de l'action et le vent montrait l'importance de comprendre les autres. Le vide, lui, n'est pas un ajout mais plutôt l'union silencieuse de tous ces éléments. C'est ce qui demeure lorsque toutes les formes sont transcendées, lorsque toutes les règles ont été assimilées puis dépassées. Dans ce sens, le vide n'est pas une étape supplémentaire, mais l'accomplissement du chemin. C'est l'ultime degré de sagesse où l'homme cesse de chercher à contrôler pour simplement être, et paradoxalement, c'est dans cet état d'abandon qu'il obtient le contrôle absolu. Musashi enseigne que le vide ne peut pas être appris uniquement dans les livres ou transmis par des paroles. Il est le fruit de l'expérience vécue, de l'accumulation des pratiques, des échecs et des victoires, des combats intérieurs et extérieurs. L'intuition véritable naît quand l'esprit a cessé de s'encombrer de doutes ou de raisonnements excessifs, et qu'il est devenu comme un miroir, clair, limpide, prêt à refléter la réalité telle qu'elle est. Le vide n'est pas synonyme de néant ou d'inexistence, mais plutôt d'ouverture absolue, une disponibilité totale à ce qui se présente. Dans un combat, cet état permet au guerrier de réagir sans délai, de voir ce qui échappe aux autres, d'anticiper des mouvements avant même qu'ils ne soient visibles. Dans la vie moderne, il correspond à la capacité de saisir les opportunités qui n'étaient pas évidentes, de pressentir un changement, de comprendre une situation sans que tout soit dit. C'est pourquoi Musashi met tant l'accent sur la liberté intérieure. Le vide ne peut être atteint que si l'homme se libère du superflu. Dans son traité, il insiste sur le fait que l'attachement aux techniques, aux dogmes ou aux traditions peut devenir une entrave. Il ne s'agit pas de rejeter l'enseignement ou de mépriser les règles, mais de les dépasser, comme un musicien qui, après des années de pratique, cesse de penser aux notes pour simplement jouer. Dans le vide, il n'y a plus de séparation entre celui qui agit et l'action elle-même. L'épée se manie d'elle-même, le geste surgit sans effort, l'esprit et le corps ne font plus qu'un. Cette union parfaite entre la conscience et le monde extérieur est ce qui confère au vide sa dimension transcendante.
Dans une perspective moderne, cette notion peut sembler abstraite, mais elle trouve des applications concrètes dans tous les domaines. Un entrepreneur qui suit son intuition et prend une décision au bon moment sans avoir toutes les données rationnelles agit dans le vide. Un artiste qui laisse son inspiration jaillir sans calcul ni contrainte puise dans le vide. Un sportif de haut niveau qui atteint la zone, cet état où tout semble fluide et naturel, touche au vide. L'essence de ce principe est de rappeler que l'être humain n'est pas seulement une machine rationnelle, mais qu'il possède en lui une faculté intuitive, créatrice, qui lui permet de dépasser la logique ordinaire. Musashi incite chacun à cultiver cette dimension, car elle est la clé d'une véritable maîtrise. Pour développer cette faculté, il recommande des pratiques intérieures, la méditation, le silence, l'observation de soi. Ces exercices ne sont pas des fuites du monde réel, mais des moyens d'aiguiser la conscience. Dans le silence, l'esprit cesse de s'agiter et devient réceptif aux vérités profondes. Dans l'observation intérieure, on apprend à reconnaître ses émotions, ses conditionnements et à ne plus en être prisonnier. Musashi savait que l'homme qui ne se connaît pas lui-même ne peut pas comprendre ses adversaires et qu'il sera toujours dominé par ses propres faiblesses. Le vide, c'est aussi cet espace intérieur où l'on se détache des peurs, des désirs excessifs, des illusions, pour retrouver la clarté originelle. Cette clarté, Musashi l'associe à la liberté ultime. Celui qui atteint le vide n'est plus esclave ni des circonstances ni des autres. Il est maître de lui-même et donc maître de son destin. Cela ne signifie pas qu'il contrôle tout, mais qu'il accepte tout sans résistance inutile. La liberté du vide est celle de l'homme qui sait qu'il n'a besoin de rien pour être complet, car il a trouvé en lui-même la source de la force. Dans un monde moderne saturé de distractions, de pressions et d'illusions, ce message résonne avec une puissance particulière. Cultiver le vide, c'est retrouver l'essentiel, se libérer du bruit pour entendre la voix intérieure, celle qui guide sans se tromper. Il est intéressant de noter que Musashi écrit ce traité à la fin de sa vie, lorsqu'il s'est retiré dans une grotte pour méditer et transmettre son savoir. Après avoir combattu toute sa vie, après avoir remporté 60 duels, il choisit de finir son parcours dans le silence et la contemplation. Ce choix n'est pas un hasard. Il illustre parfaitement le sens de la roue du vide. Le guerrier qui a tout expérimenté finit par comprendre que la plus grande victoire est intérieure, et qu'elle consiste à dépasser le besoin de vaincre pour simplement être en harmonie avec l'essence de la vie. Ce n'est pas la victoire contre les autres qui compte, mais la victoire contre soi-même, contre l'illusion, contre l'ego. Dans nos vies actuelles, cette leçon est d'une pertinence inestimable. Trop souvent, nous croyons que le bonheur viendra de l'accumulation de biens, de la reconnaissance sociale ou de la conquête de positions extérieures. Mais Musashi nous rappelle que la vraie liberté réside dans le vide. Un état où rien ne manque, où l'homme est en paix avec lui-même et avec le monde. Cette sagesse, si elle est appliquée, transforme notre manière de travailler, de créer, de nous battre pour nos rêves. Elle nous invite à cesser de courir sans fin après des chimères et à nous reconnecter à ce qui est essentiel. Ainsi, la roue du vide n'est pas une fin, mais un commencement. Elle est l'espace infini où toutes les potentialités demeurent, où la créativité peut s'épanouir, où la sagesse peut jaillir spontanément. Celui qui comprend le vide n'a plus peur de l'inconnu, car il sait que l'inconnu est la source même de la vie. Il ne s'attache plus aux formes, aux dogmes, ni aux certitudes, car il sait que tout est impermanent et que seule l'essence demeure. Musashi nous laisse avec ce message ultime. Apprenez les techniques, étudiez les règles, mais un jour, oubliez-les pour entrer dans le vide. Là se trouve la véritable liberté, la véritable victoire et l'essence de la voie du guerrier. Lorsque l'on referme le traité des 5 roues, une évidence se dégage. L'enseignement de Miyamoto Musashi dépasse de loin le simple cadre du duel ou de la guerre. Derrière ces métaphores de la terre, de l'eau, du feu, du vent et du vide, se cache une vision universelle de la vie, de la stratégie et de l'accomplissement personnel. Chacune de ces roues n'est pas un principe figé, mais une clé qui ouvre une porte intérieure, un appel à construire un chemin où l'art de vaincre ne se réduit pas à abattre un ennemi, mais à se dépasser soi-même. La roue de la terre nous rappelle la nécessité de bâtir sur des fondations solides.
Sans discipline, sans patience, sans enracinement, aucune réussite durable n'est possible. Tout comme un guerrier qui apprend à se tenir fermement avant de manier l'épée, l'homme moderne doit consolider ses bases, qu'il s'agisse de ses connaissances, de son caractère ou de ses valeurs. La roue de l'eau nous enseigne l'adaptabilité. Dans un monde où tout change sans cesse, seule la souplesse permet de traverser les épreuves et de saisir les opportunités. Celui qui reste rigide se brise, celui qui coule et s'ajuste finit par trouver son passage. La roue du feu nous transmet l'énergie de l'action. Il ne suffit pas de savoir, il faut oser frapper, agir, décider au moment juste. C'est l'étincelle qui transforme un projet en réalité, la flamme qui brûle la peur et donne la force d'avancer. La roue du vent, elle, met en lumière l'importance de comprendre l'autre. Musashi insiste sur la nécessité d'étudier les écoles rivales, d'analyser les styles adverses. Dans nos vies, cela revient à observer la concurrence, à comprendre les comportements humains, à anticiper les réactions. Enfin, la roue du vide ouvre la voie à la sagesse ultime. Elle nous rappelle que derrière toutes les formes, il existe une essence invisible, une intuition profonde qui guide l'homme vers la vérité. Le vide, ce n'est pas le néant, mais l'espace intérieur où tout devient clair et où l'action jaillit naturellement. Ces 5 roues, mises ensemble, dessinent une philosophie de la vie complète. Elles ne se limitent pas au champ de bataille du Japon féodal, mais trouvent une résonance étonnante dans le monde contemporain. Dans le business, par exemple, l'enseignement de Musashi est d'une actualité frappante. Les entrepreneurs savent que sans base solide, la terre, leur entreprise ne peut prospérer. Ils doivent aussi être capables de s'adapter aux évolutions du marché et aux nouvelles technologies, l'eau. Ils doivent agir avec rapidité et audace pour saisir les opportunités avant les autres, le feu. Ils doivent observer et comprendre leurs concurrents, leurs clients et même leurs collaborateurs, le vent. Enfin, ils doivent cultiver une vision intuitive, une capacité à voir au-delà des chiffres et des stratégies apparentes, pour innover et créer le vide. Dans le sport, la logique est la même. L'athlète qui réussit est celui qui possède une base physique et mentale solide, qui s'adapte aux situations changeantes du jeu, qui agit avec énergie et timing, qui observe ses adversaires et qui, au sommet de sa carrière, joue avec une fluidité instinctive qui dépasse la technique. Dans le développement personnel, l'enseignement de Musashi prend une dimension encore plus profonde. Il nous montre que le chemin de la victoire extérieure commence toujours par une victoire intérieure. Se discipliner, s'adapter, agir, comprendre les autres et enfin s'unir à l'essence de la vie. Voilà les étapes d'un parcours qui mène à la paix intérieure et à la maîtrise de soi. Ce qui frappe, c'est que Musashi n'a pas conçu sa stratégie comme une fin en soi, mais comme une voie. Le mot « voie » ou « do » en japonais est central dans sa pensée. La voie du sabre, la voie de la stratégie, la voie de l'homme, tout cela renvoie à un chemin de transformation. Vivre selon les 5 roues, c'est adopter une manière d'être, une manière de voir le monde. Cela demande de la rigueur, mais aussi une ouverture d'esprit. Cela demande du courage, mais aussi de l'humilité. Cela demande de se battre, mais pas uniquement contre les autres, surtout contre ses propres peurs, ses illusions, son ignorance. Musashi lui-même en est l'exemple vivant. Sa légende s'est construite non seulement sur ses victoires en duel, mais sur sa capacité à évoluer, à s'élever, à chercher toujours au-delà de la technique. De guerrier brutal, il est devenu philosophe et sage, trouvant dans le silence et le vide la conclusion de son parcours. Aujourd'hui, son héritage traverse les siècles. Les arts martiaux, bien sûr, continuent de s'inspirer de lui. Mais au-delà, des dirigeants d'entreprises, des artistes, des sportifs et des chercheurs de vérité trouvent dans son traité une source d'inspiration intarissable, car ce qu'il transmet n'est pas une recette figée, mais une invitation à réfléchir, à s'entraîner, à se transformer. Le traité des 5 roues n'est pas un livre que l'on lit une seule fois, c'est un compagnon de route. Chaque lecture révèle de nouvelles perspectives, chaque étape de la vie y trouve un écho différent. Le message final de Musashi est limpide. La stratégie n'est pas seulement l'art du combat, c'est l'art de vivre. Savoir placer un coup d'épée au bon moment n'est qu'une image de ce que signifie agir avec justesse dans l'existence.
Comprendre l'adversaire n'est qu'une manière de dire qu'il faut apprendre à comprendre les hommes. Chercher le vide, c'est apprendre à se connaître soi-même et à s'accorder avec le monde. La voix de Musashi ne s'arrête pas au champ de bataille du Japon ancien. Elle continue de nous parler, à nous qui cherchons encore et toujours à trouver notre place, à vaincre nos peurs, à donner un sens à notre action. Ainsi se conclut l'enseignement de Musashi, mais ce n'est pas une fin. C'est une invitation à poursuivre notre propre chemin, à expérimenter, à tomber et à nous relever, à apprendre et à désapprendre. Musashi nous a montré que la victoire n'est pas un trophée à exhiber, mais un état intérieur, une clarté qui illumine toute la vie. La véritable stratégie est celle qui nous permet non seulement de triompher dans nos entreprises extérieures, mais aussi de trouver la paix dans notre cœur. Voilà l'héritage de Musashi. Un héritage qui ne se limite pas aux samouraïs, mais qui appartient à tous ceux qui veulent vivre pleinement, librement et en accord avec l'essence. Merci d'avoir suivi cette exploration du traité des 5 roues. Votre présence ici, vos likes et vos abonnements sont ce qui fait vivre les rares livres. Continuez ce voyage avec nous pour découvrir encore d'autres trésors de sagesse et de connaissances. À très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.